Hassan a mis un média pas comme les autres. Et je vais essayer de vous l'expliquer. Alors, je suppose avoir une présentation. C'est bon? La présentation, elle est là. Bon, on va commencer en faisant, pour faire plaisir à Hassan, un sondage version nature. Je vais vous poser quand même une question. Qui connaît le Huffington Post ici? Moi. Voilà. C'est une population non représentative, je vous confirme. Ah, c'est pas mal. Petit Nefetti. Notre plus grand admirateur sur les réseaux sociaux. C'est celui qui nous attaque le plus. Merci pour tes critiques. Donc en fait, oui, bon, il y a pas mal de personnes qui connaissent le Huffington Post. On a lancé l'édition de 25 juin en Tunisie. Et au départ, tout le monde disait, mais c'est quoi ce média venu d'ailleurs avec un nom bizarre comme le Huffington? Alors je vais essayer de vous expliquer un peu ce qu'est l'univers Huffington. Si je ne tombe pas. Oui, j'ai vu, c'est pour ça que j'ai un peu peur. J'ai des talons. Alors, le Huffington porte le nom d'une femme qui s'appelle Arianna Huffington. Ça a été créé en mai 2005 aux États-Unis. C'est un site au départ qui partait comme étant, elle n'était pas journaliste à la base, elle était femme d'affaires, et elle a fait un site qui était un site qu'on appelait d'agrégation. C'est-à-dire qu'elle donnait, elle récupérait sur la profusion de médias qu'il y avait aux États-Unis, les articles les plus intéressants. Elle a créé une colonne sur la gauche, qui est les colonnes des vlogs, où les gens commentaient l'information, et on avait une espèce de diaporama tous les jours sur ce qui se passait dans l'actualité aux États-Unis, sans avoir besoin de lire tous les journaux. Et donc, ça a eu un succès fou, mais fou, c'est-à-dire qu'ils ont dépassé l'édition du New York Times en ligne, ils ont plus de 36 millions de visiteurs uniques par mois. Et forte de ce succès-là, elle a décidé de développer une équipe éditoriale et c'est devenu un média en ligne à part entière. Ils ont tellement cartonné aux États-Unis qu'ils ont décidé, Arianna Huffington, qui est grecque à la base, elle, mais qui porte le nom de son mari, qui était sénateur aux États-Unis, elle a décidé de se développer à l'international. Donc, partant des États-Unis, le développement classique, c'était le Canada. Ensuite est venu le Royaume-Uni et ils se sont attaqués à l'Europe. Alors certains ont dû entendre parler parce qu'ils ont fait des associations avec des médias assez connus sur la place. Le Huffington a été lancé en France avec le journal Le Monde, en Espagne avec El País, en Italie avec la Repubblica, donc ils s'appuient sur des journaux qui ont une assez forte crédibilité en matière d'information. Et comme ça, ils se sont développés de plus en plus. Ils viennent de lancer l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Le Brésil est prévu, le Japon a été lancé, donc c'est assez drôle de voir aussi une édition en japonais. Et donc dans tout ce développement qui est en train de connaître le Huffington Post dans le monde, aujourd'hui on est à 9 éditions, 5 lancements à venir, et ça va à une rapidité incroyable. Donc le Maghreb s'est inscrit dans ce développement. Alors pour être honnête avec vous, il n'était pas prévu dès le départ, parce qu'ils prévoyaient plus un développement sur l'Amérique latine, l'Asie, et forte de la révolution tunisienne, du réseau et du networking des Tunisiens, on est arrivé à aller voir Arianna Huffington aux États-Unis, à la convaincre qu'il se passait des choses dans cette partie du monde, qu'on était à l'origine d'un mouvement très important dans cette zone et cette région. Et elle, qui avait à l'époque vendu son groupe à AOL, donc elle n'avait plus la main exactement sur les décisions, est arrivée à convaincre AOL en disant j'ai rencontré des Tunisiens fabuleux, ils veulent développer le Huffington Post Maghreb, je sais que c'est pas dans les plans de développement, il se passe quelque chose dans cette région du monde, donc je veux absolument qu'on développe en parallèle le Maghreb. Et donc c'est pas un hasard également si le siège du Huffington Post Maghreb est en Tunisie. Nous avons lancé l'édition Tunisie le 25 juin, nous lançons l'Algérie en mars et le Maroc en mai. Alors on parle du petit Maghreb pour l'instant, mais je pense qu'on sera aussi impliqué dans le développement et africain et du Moyen-Orient également. Alors, c'est en ça, j'aimerais qu'on retourne 2 minutes sur la map monde. Voilà. C'est en ça qu'on est un
média différent. Alors là, je veux rendre hommage à tous nos collègues dans les médias qui font un travail fabuleux depuis la Révolution pour résister, pour défendre la liberté d'expression. Donc ce n'est pas du tout prétentieux de notre part. Nous sommes différents parce que nous sommes un média global. Alors c'est très intéressant comme notion, parce que c'est la nouvelle tendance. De plus en plus de gros groupes médiatiques dans le monde cherchent à se développer à l'international. Alors, quel est l'intérêt de ce développement de ce média global? C'est que ça a un effet miroir. Et nous, Tunisiens, on est très fiers de participer à cela. Je vais vous expliquer comment, à travers deux expériences. La première, c'est que nous donnons une voix, qui est la voix réelle, puisque nous avons une édition totalement tunisienne, avec 12 journalistes ici. Et à partir de la couverture de l'actualité tunisienne, on arrive à donner le vrai son de cloche de la réalité politique ou économique tunisienne. Vous savez que par exemple le Huffington Post France, alors nous on a des termes un peu techniques, clone, ça veut dire copie, 4 articles par semaine en moyenne sur nous. Autre chose sur laquelle je voulais attirer votre attention et votre réflexion, c'est qu'on se rend compte dans le monde, et on l'a bien vu pendant la Révolution, qui d'entre vous n'a pas été étonné de voir certains médias, notamment les médias français, couvrir de manière un peu bizarre la révolution tunisienne par exemple, et même la post-révolution, avec soit des données fausses, soit des données erronées, soit un zoom, un prisme déformant mettant l'accent sur un événement particulier sans en donner la contrepartie. Ça c'est lié à deux choses à notre sens. C'est la recherche du scoop, la rapidité de l'information. Les médias sont tellement concurrencés qu'ils ont besoin de donner l'information avant tout le monde, donc ça donne un côté superficiel et ils ne vont pas en profondeur. La deuxième chose qu'on constate, et notamment avec la France par exemple, qui est une langue un peu que nous connaissons ici dans cette partie du monde, c'est qu'ils ont un prisme un peu déformant. J'ai parlé avec quelques journalistes français qui disent par exemple en France ils vivent, on le sait tous, une islamophobie un peu rampante. Donc tout ce qui est lié aux événements terroristes, islamistes, sont très prisés par la France. Par exemple, quand on a eu les manifestations du Bardo, on n'a pas vu autant de télévisions étrangères et de médias étrangers, notamment français, couvrir cela. Et quand on discute avec les journalistes français, ils disent « mais ça ne vend pas, ça ne vend pas, chez nous ça ne vend pas ». Donc l'intérêt d'un média global aujourd'hui, c'est de donner une vraie réalité au niveau de l'information de ce qui se passe dans les pays. Et nous, avec l'édition locale, on est arrivé à les convaincre que l'information n'est pas celle qu'ils veulent bien voir avec leurs yeux, mais avec nos yeux, nous, vus de l'intérieur. Alors le média qui a essayé de faire ça, qui est très intéressant, c'est Courrier International. Courrier International prend des médias locaux et traduit les articles pour donner vraiment la température de ce qui se passe au sein des pays eux-mêmes. Donc, pour ça, nous, on est en train de donner une voix très intéressante sur la Tunisie, parce que c'est notre première édition, en leur disant voilà exactement ce qui se passe. Donc c'est repris très souvent par les différentes éditions. Il y a le Post US qui parle souvent de nous depuis qu'on existe. L'autre événement assez incroyable qui m'est arrivé, que j'ai vécu avec le Huffington Post, c'est qu'ils ont maintenant, avec ce développement international aux États-Unis, ils ont un département édition internationale. Et donc, on est tous en copie de tous les mails, et une fois, soit un mail, je ne sais pas si vous vous rappelez, au bout d'un moment, l'Amérique devait intervenir sur le plan militaire en Syrie. Et donc, on reçoit un mail en disant « Cher Poster, pouvez-vous nous donner, chacun de votre point de vue, ce que vous pensez de l'éventuelle intervention militaire américaine en Syrie, en 500 mots ». Ça, c'est là où le net est assez incroyable. Et vous recevez en 1 heure de temps, hi from Spain, hi from Japan, hi from... Tous les pays ont envoyé en 500 mots leur perception de l'intervention américaine militaire en Syrie, et nous étions la seule antenne à être présente dans cette zone géographique qui est pas loin de la Syrie. Donc non seulement on a donné notre voix tunisienne, mais on a dit aussi ce qu'on en pensait dans la région, que c'était catastrophique. Et en 4 heures, ils ont traduit tous les articles de tous les HuffPost du monde, et ils ont sorti une aux États-Unis en disant voilà comment le monde perçoit notre éventuelle intervention militaire en Syrie. Et ça a commencé par la Tunisie.
Et donc toutes les éditions, ce qui veut dire qu'aujourd'hui c'est très intéressant aussi que dans certains pays, il n'y ait pas que le son de cloche de leurs propres journalistes ou de leurs propres reporters. Alors, aujourd'hui, donc grâce à toutes ces éditions, on est à plus de 84 millions de visiteurs uniques par mois, ce qui fait quand même du peuple. Alors, la deuxième partie, c'est que je vais vous parler un peu du El Huffington Post Maghreb. En 2 minutes. Oui, en 2 minutes. Alors, donc je vous ai dit, Tunisie a été lancée le 25 juin, l'Algérie, le Maroc bientôt, on passe. Alors ça c'est exactement les unes dans le monde, on a exactement la même plateforme, tous, vous voyez le Japon, vous voyez, et la Tunisie on a commencé par le splash, on appelle ça la une, donc toutes les différentes éditions ont exactement la même plateforme technique. Il y a 80 ingénieurs américains et autres nationalités à New York qui travaillent en permanence sur le updating, faire en sorte que la plateforme technique soit toujours à la pointe de la technologie. On passe. Alors ça, c'est ce qu'on appelle nos splash, c'est-à-dire c'est les unes, il y en a 3 par jour. Alors, et ça c'est notre structure, pour ceux qui connaissent, donc alors, on confond souvent, et encore même en Europe, parce que les gens ne sont pas habitués au Huffington Post, la colonne de gauche, c'est ce qu'on appelle les contributeurs. Ce sont des contributeurs gratuits qui donnent leur opinion sur un sujet particulier. Ce n'est pas la partie éditoriale du Huffington Post. La partie éditoriale du Huffington Post se trouve au centre, et comme c'est une plateforme technique qui est très liée aux réseaux sociaux, aux débats et aux commentaires, il y a une partie aussi sur la droite qui donne toutes les connexions aux réseaux sociaux. On passe. Alors, la configuration est faite de telle sorte que nous avons 70% de contenu interne aujourd'hui, donc de production locale, on produit entre 12 et 15 articles par jour. On a 25% de contributeurs et on a 5% de liens externes parce qu'il y a une tradition dans la maison, c'est qu'on fait ce qu'on appelle les link out. C'est-à-dire que quand il y a un article qui est intéressant chez nos collègues, on crée un lien en disant voilà, il y a eu aujourd'hui sur tel journal, c'est à peu près 5% chez nous. Et je voudrais faire un petit zoom sur les contributions parce que c'est ça qui est assez intéressant au Huffington Post. C'est qu'en fait, comme on est une grande famille planétaire, on se partage. Je vois pas ma photo malgré le fait que j'ai contribué. Ah, tu as raison. Bon point pour toi. Ben, ça prouve que justement on est indépendant. Tu vois, on n'a pas besoin de faire de la pub en parlant du Huffington Post. Mais effectivement, Hassan Zalgouni a souvent contribué chez nous. Mais c'est pour vous dire que les contributeurs qu'on a eus et qu'on clone, enfin qu'on prend, on a souvent sur la colonne de gauche Barack Obama qui parle, on a Fawzi Achafi qui fait un point, Hakim Ben Hamouda qui est contributeur chez nous, Aziz Klishen également, donc on a pas mal de contributions, on souhaiterait un peu plus les élargir sur les opinions, les différentes opinions politiques, mais l'handicap de la langue française nous réduit un peu aux gens qui maîtrisent la langue française. Alors rapidement, J'ai du mal à t'arrêter, mais on a un timing à respecter, vas-y. Non, mais rapidement. De toute façon, c'est pour vous dire que le business model, on nous a souvent dit, Huffington, grand groupe américain. Clip Benchleaf est là. Clip Benchleaf, je vous ai mis ses coordonnées pour ceux qui veulent le joindre. Donc, en fait, le business model est le même que tout le monde. On vit sur la publicité, comme a dit Hassan. La publicité souffre un peu ces temps-ci, notamment dans la presse et les médias électroniques. Et alors, bon, je vais passer alors, parce que nous on a un produit qui est assez intéressant, c'est ce qu'on appelle la brand page. C'est pour les annonceurs qui veulent communiquer différemment, la possibilité de produire du contenu rédactionnel pour leur marque. Et ça, sur la Post France, ils font ça pour le Suez, avec un onglet qui s'appelle environnement. Et je terminerai, parce que j'ai terminé, en disant qu'effectivement, on doit toujours applaudir la naissance d'un nouveau média, surtout dans cette nouvelle Tunisie. Et moi je suis très heureuse de participer aussi à un pilier fondamental de la démocratie dans notre pays qui est la liberté d'expression. Merci. Merci Tania. Je donne tout de suite la parole à Yossa. Vous connaissez peut-être Yossa, est une activiste de la toile. Un parti politique qui veut gagner les élections, il doit s'adresser à Yossala en premier, ensuite les autres. Allez-y. Merci. Fais-nous la preuve.